Bonjour Michel, Bonjour Franck. Bienvenue chez Georges Méliès, bienvenue dans notre école. Aujourd'hui, on se rencontre parce que j'ai envie que tu parles de tout ce qui t'a marqué, tout ce qui t'a ému dans la vie et qui a construit ton propre musée imaginaire. Tout ce qui a fait que aujourd'hui, tu as pu nourrir à travers tes films des générations de jeunes et moins jeunes. Et ça vient de quelque part, tout ça. Ça vient de ta vie, de ce que tu as vécu avec les gens. Donc ce musée imaginaire est toujours enrichi perpétuellement, il ne s'arrête jamais. Et là-dedans, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des plats que tu aimes bien manger, on a parlé de soupe chinoise tout à l'heure, par exemple, mais aussi des voyages que tu as faits qui t'ont nourri. C'est tout ça qu'il faut qu'on parle, au-delà du film préféré. Là. Je n'ai pas un film préféré d'abord. Mais mon musée imaginaire. J'ai eu un bon départ, c'est-à-dire que j'ai eu 2 pays au lieu d'un. Ça, c'est pas mal. Et 2 pays qui ne se connaissaient pas et que moi je connaissais bien et dans lesquels j'étais chez moi. Donc il y a Guinée-Conakry, ça c'est ma période école primaire, l'enfance intense qui est une vraie enfance. Avant, on est un peu petit et après, il y a l'adolescence qui arrive. Bref, l'école primaire, c'est quelque chose, c'est l'enfance. Et pendant l'année scolaire, on était à Conakry et pendant les grandes vacances, on était sur la Côte d'Azur. Mer et montagne. Et j'étais bien dans les deux. Voilà pour un départ. Donc ça, c'est les lieux de vie dans lesquels tu as été élevé. Oui. Hein? Et j'ai eu probablement un exemple de couleur avec le vêtement des dames à Conakry, les jours de fête. C'était un enchantement et je remarquais et les couleurs et les matières. Parce que c'était vraiment de l'élégance. Et il y avait des matières raides et des matières molles, des matières opaques et des matières transparentes, de la gaze et je voyais bien que ces femmes savaient gérer tout ça. Tout était impeccable, amidonné, tout ce qui était drapé, noué, était bien drapé, bien noué. Alors justement, dans tes films, ce que tu viens de dire, c'est flagrant. Tu as observé des tissus dans ta vie. Oui. Peut-être Bon, il n'y avait pas tellement de livres chez nous parce que c'était un peu des voyageurs. Mais il y avait par exemple un gros livre sur l'art avec un grand A. Et donc je le feuilletais. Très tôt, j'ai été au courant de l'art et de l'art du monde entier, de toutes les périodes. Mais mon première réaction devant un art, ça a été en 6e, où on a étudié l'Égypte antique, et je suis tombé amoureux pour la vie. Et j'ai aimé cette beauté éternelle, ces traits parfaits. Bon, quelquefois, il y a des décadences, ça c'est pas beau. Mais la plupart du temps, c'est éternel, c'est magnifique, c'est fait et refait, toujours bien fait. C'est monumental et c'est aussi charmant. Les bijoux sont très beaux. Et après coup, je me dis, s'il n'y a pas que cette beauté plastique, il y a aussi que les corps étaient beaux. Je m'en suis aperçu que sur le tard, que j'étais probablement jeunot, sensuel, et que ces corps de déesses et de dieux étaient beaux. Ça fait. Là, on parle de ces bas-reliefs très grands. Les bas-reliefs, les peintures et les sculptures en bosse. Et les volumes en bosse. Ces corps parfaits, ces beaux nombrils. Ouais, puis ces symétries qu'il y a qui sont assez impressionnantes. Et puis une certaine folie, une position impossible des personnages, et ça marche. Et il y a aussi une petite invention humaine qui fait que c'est pas simplement des photos de personnes qui passaient sur la promenade. C'est aussi une invention, et on a pris le torse de face est beau, de profil il se passe pas grand chose.
le visage est le plus reconnaissable de profil et pas de face. De face, il y a un rond. De profil, il y a vraiment un dessin. Ouais. Et c'est cette folie de faire, de mélanger le trois quarts, le face et le profil, parle à quelque chose en nous. Et est-ce que de ça, justement, bon, ça se transmet. Quand on connaît ton travail, quand on connaît tes films, on sait que là, ça a grandement, tout ce que tu viens de nous dire a grandement influencé ton travail personnel d'artiste, de réalisateur, pour raconter tes histoires et trouver cette quête de héros à chaque fois dans tes films qui allait marquer le spectateur. Mais justement, quand on parle de quête de héros, moi je te vois comme un héros des temps modernes qui va transmettre à des jeunes générations en fait ce que tu as vu dans ta vie, ce que tu as observé, ce que tu as mémorisé et ce que tu nous as restitué avec ton travail. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à des jeunes? On parle bien évidemment de se cultiver, tout ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement, d'être curieux et tout ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes générations aujourd'hui, qui créent en général, je ne parle pas forcément d'animation, mais oui. Je considère que je ne suis pas fondé à donner des conseils. Je trouve que ma vie a été mal gérée. La moitié de ma vie, j'ai été chômeur. J'ai perdu mon temps. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je n'ai pas forgé. J'étais prêt à me tuer au travail et je n'avais pas accès aux outils. Alors déjà, je peux dire à la jeunesse, vous plaignez pas, vous avez tout. Ouais. Et moi, j'avais rien. Déjà, avec un téléphone, on peut faire un film. Tout à fait. J'ai pas de conseil à donner. C'en est un déjà là. Oui, le conseil, c'est réjouissez-vous. Voilà. Ça a été le drame de ma vie. À partir de 14-15 ans, j'étais prêt à faire des longs métrages. J'aurais pu les faire. Mais j'ai attendu largement 50 ans avant de faire Kirikou. Mais c'est horrible. Tu l'as fait à 54 ans, Kirikou? Si tu me le dis, je ne sais pas à quel âge je l'ai fait. C'est une déduction, quand même. Voilà, donc, avant Kirikou, j'existais, j'ai fait des petits films. Tout à fait. Et au fond de ma cour, j'étais renommé. Il y avait 2 ou 3 personnes dans chaque pays du monde qui me connaissaient parce que je faisais partie de ces cinglés qui faisaient au fond de leur cuisine un petit truc impossible et qui le montraient dans des festivals. Et les festivals, c'était 1 semaine par an, j'étais vivant. Le reste du temps, voilà, donc j'ai quand même fait des petits films. Donc les conseils que je peux donner, je suis un petit peu dépassé. Les temps ont changé. Maintenant, il y a, pour moi, c'est le pays de cocagne qui veut se tuer au travail peut le faire. Moi, je pouvais pas. C'est une énorme chose. Si je dois donner d'autres conseils, je pense que j'ai touché les gens en étant complètement sincère. J'ai fait aussi une chose que j'ai pas réalisé tout de suite. Toute ma vie, je n'ai fait que ce que j'ai voulu. Tous les films que j'ai faits, c'est moi qui les ai décidés. C'est pas une commande. C'est quand même incroyable. Ça, c'est très important. Et donc, tout ce que j'ai produit, c'était mes tripes, je vous les donne, mais je les empaquette bien. Et tu continues, parce que d'Illier à Paris, pour le coup, ça, c'est une grande digestion que tu nous offres là. C'était intéressant d'Illier à Paris. J'ai voulu... Il y avait 2 projets. Un projet montrant toutes les horreurs que les hommes font aux femmes. Oui. Un autre projet, parce qu'on me dit, mais tu es toujours ailleurs, tu pourrais pas nous faire un film sur Paris? J'ai dit, si, je peux vous faire un film sur Paris. Mais je me disais, ces 2 choses sont très différentes. J'avais d'abord pensé à une chose absolument lugubre pour adultes et insupportable, tout ce que les hommes font aux femmes. Et puis je me dis non, je vais pas faire ça, c'est trop monstrueux. Et j'ai finalement lié les 2 projets. Donc d'une manière un petit peu avec recul, mais quand même pas trop, montrer les hommes qui maltraitent les femmes et les filles, et d'un autre côté une autre possibilité de vie, tout le monde ensemble, qui pousse et qui fleurit.
et sans se piétiner les uns les autres. Alors, quand je me suis dit, je vais faire un film sur Paris, je me suis dit, de quelle époque 1900, c'est le dernier moment où on porte des robes jusqu'à terre. Alors, mesdames, si vous voulez séduire, robe jusqu'à terre. Sarah Bernard en petite culotte, c'est pas bon. Tout à fait. Vénus de Milo en mini-jupe, c'est pas bon. Et c'est pour faire rêver, c'est des robes jusqu'à terre. Donc j'ai choisi 1900 à cause des robes. Mais à partir de... Encore une fois, les vêtements, hein, comme tu le disais tout à l'heure sur ta nourriture première, ce n'est point fini. des tissus africains, on en revient à... Ça m'intéresse au costume. C'est fou tout ce qu'on s'est mis sur le corps. Oui. Ou quelquefois ne rien se mettre, et quelquefois c'est très réussi aussi. Alors comme je me renseigne intensément pour tout ce que je fais, je me suis renseigné sur 1900 à Paris. Puis je me suis aperçu qu'il y avait un génie à tous les coins de rue. Là, c'est sensationnel. Je me suis régalé. Et j'ai fait le portrait de tous les gens que j'aimais. Je me suis aperçu qu'il y en avait un paquet à ce moment-là. Il y a aussi le fait que, à partir de 1900, les femmes françaises viennent sur l'avant-plan. Et il y a à cette époque la première prof d'université, la première médecin, la première avocate, la première créatrice de journaux, la première chauffeur de taxi. C'est un hymne aux femmes. Lily, moi je l'ai pris comme ça. Moi j'ai trouvé ça comme un hymne aux femmes et au féminin en général. Oui, mais il n'y a pas que les femmes. J'ai dit féminin exprès, justement. Ce qui est beau, c'est que les hommes et les femmes, là, sont ensemble. Bon, il y a encore une pente à grimper, il reste à faire, mais il est clair que Louise Michel, on en parle encore, bien que ce soit une femme, elle a dit des choses à haute voix, et on n'est jamais arrivé à lui fermer sa bouche. On l'a mis au bagne, on l'a mis en prison, mais elle a toujours continué. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a fait des conférences sur ce qu'elle pensait. Madame Curie, c'est un des grands scientifiques de l'histoire. C'est aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et ailleurs, elle n'avait pas le droit d'étudier. Elle est venue à Paris pour étudier. Et puis Sarah Bernard a inventé le Star System. C'est incroyable, elle est partie de rien et elle est devenue une déesse adorée dans quasiment presque tous les pays du monde. C'est incroyable, les théâtres au fond de l'Arizona étaient pleins quand elle était là. Ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'elle disait, mais j'étais heureux de voir cette femme bouger. Et c'est aussi elle a une vie très intéressante et beaucoup de culot. Sa devise, c'était quand même, ça me plaît bien. Ça plaît beaucoup aux jeunes générations parce que là, à l'école Méliès, il y a 72% de filles, ce qui est assez rare dans les écoles en général. Et on en parlait avec certaines étudiantes et étudiants aussi, et ils ont trouvé que ce côté féminin de Dillili à Paris valait vraiment la peine. Alors quand je leur ai dit que tu allais leur projeter une partie de Dillili à Paris pour leur parler spécifiquement en fait des personnages qu'elle allait avoir dedans, ils se sont dit c'est formidable, c'est le sujet qu'on veut. Donc bon, on est bien là, on est bien. Et dans les musées, parlons des musées parce que tout à l'heure on passait ensemble devant un monument parisien et on parlait de ces ornementations qu'il y avait en façade, cette architecture très particulière et tout ça. Et est-ce que les musées, est-ce que tu te baladais dans les musées à Paris? Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu te balades? Une relation particulière avec le Louvre, parce que quand on allait, quand j'étais petit, on allait de Nice à Conakry, il fallait passer par Paris pour prendre un gros avion qui nous déposait à Casablanca. À Casablanca, on prenait un plus petit avion pour aller jusqu'à Conakry. Donc, tous les automnes, le petit homme du Sud découvrait un pays gris et froid, mais avec plein de choses. Et à chaque voyage, j'allais au Louvre.
Donc j'ai été un petit garçon et je me promenais et je regardais. Donc il y a l'Égypte, il y a la Mésopotamie, il y a la sculpture française, les commandes de Rome. On peut énorme, revenir en arrière. C'est énorme. La sixième, j'ai commencé par l'Égypte, mais ensuite il y a eu la Grèce. J'ai beaucoup aimé la Grèce, la recherche de la perfection et de la beauté à taille humaine. Pas un truc colossal ou des petites miniatures. L'humanité très harmonieuse et une certaine perfection, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a eu Rome, j'ai détesté. Quand on sort d'Athènes et qu'on rentre à Rome, on a honte. Ah non, ça va pas. Oui. Alors, on parlait de quoi ? On parlait des musées, en fait, et de tes visites dans les différents musées. Aujourd'hui, j'aime bien aller au musée d'Orsay. Voilà, parce que c'est pas cassé. Oui, c'est ça, voilà. Les Carpeaux. Les musées, parlons-en à propos de Dilly à Paris. Dilly à Paris, toute la profession a refusé ce film. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un financement. Par contre, Paris m'a accueilli et toutes les portes se sont ouvertes. J'avais besoin d'aller dans les musées. Les portes se sont ouvertes les jours où elles sont fermées pour le public. Donc j'ai eu droit 2 fois à tout le musée d'Orsay. J'étais seul avec mon appareil photo et j'ai pris moi-même les photos des choses que je connaissais depuis longtemps, que j'ai mis dans le film. Mais même chose pour le musée Marmottan. Qui est un sacré voyage Marmottan, effectivement. Pour tu vois, par exemple, Carnavalet, oui. Moi, un des musées qui me plaît énormément à Paris, c'est le musée Gustave Moreau. Je ne sais pas si tu vois mais c'est fascinant. Au-delà de son architecture très particulière d'atelier avec son grand escalier, dans les murs de ce musée, Gustave Moreau enseignait le dessin aux Beaux-Arts et il a enseigné entre autres à Matisse et à Georges Méliès. Il y avait un enseignement académique, bien sûr, à l'époque de Gustave Moreau. Et dedans, il a laissé dans ce musée, et les gens ne sont pas si curieux que ça, parce que je connais plein de gens qui ont été le visiter, ce musée, qui ne l'ont pas vu. Dans les murs, tu les ouvres. L'appartement des parents. Voilà, là, dans l'appartement des parents. Et il y a des murs entiers de dessins d'observation, de perspectives, de dessins d'objets, de fleurs, de végétation, d'animaux. Il a gardé l'appartement de ses parents, il a construit un palais autour. Voilà, c'est ça. Et on voit petit bourgeois, tout est assez petit. Et il n'y a pas touché. Et puis, il a fait aussi un peu une auto-célébration. Il était conscient de sa valeur. Ça a le mérite d'exister aujourd'hui et que ces dessins d'observation qu'on voit très rarement, en général, ils sont dans les collections, sont quand même des dessins qui donnaient à ces exercices qui donnaient à ses élèves pour les faire progresser et qui sont dans les murs du musée. Et je trouve ça intéressant, moi, pour que les jeunes d'aujourd'hui et puis, il y a plein de choses il y a derrière des rideaux, c'est ça dont je parle. C'est ça. Extraordinaire. Mais les boiseries entières. J'ai eu droit aussi au musée Rodin. Ah oui. Et les deux, Paris et... C'est quoi ? C'est Meudon ? Meudon. Oui. C'est Meudon. C'est le musée de son atelier en dehors de Paris. Et c'est extraordinaire aussi. Je suis aussi allé à Nancy de la même manière. J'étais libre dans le musée, tout seul, pour l'école de Nancy. L'école de Nancy. L'art 1900. Extraordinaire. C'est là que j'ai trouvé le lit de Sarah Bernard, qui n'est pas de Sarah Bernard du tout, mais digne de Sarah Bernard. C'est ça. Elle a une grande inspiration au végétal, l'art 1900, en fait. Oui, c'est la base qu'ils ont trouvée. Rejeter tout ce qui avait été fait et s'inspirer du... Et de se recaler, pour en avoir écouté certains qui travaillaient là-dessus ou qui écrivaient, se recaler sur le vivant. En fait, cette façon académique à l'époque, en 1900 encore, beaucoup moins aujourd'hui, de se dire on va se nourrir du vivant en reproduisant ce monde vivant, l'être humain, les animaux, les végétaux, les minéraux, et puis à notre tour de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on se fait avec ce vivant, cette nature. Voilà. C'est faire ses gammes, comme le musicien fait ses gammes, recopier le vivant. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais c'est inconsciemment, on s'en nourrit. Ce qu'il voulait, c'est échapper au 19e siècle, où on ne faisait que de l'imitation d'imitation. Voilà. Et on n'imaginait pas de faire une œuvre d'aujourd'hui. On faisait du Louis XV et du Louis XVI,
mais pas du aujourd'hui. Et ça, ils en avaient la nausée. Ils ont fait autre chose et ils ont pris un point de départ avec les plantes. En étant sûr que ça, c'était pas du copier, c'était du vrai. Bah oui. Comment tu t'y prends d'un point de vue écriture de film, d'écrire tes films et d'écrire la musique en même temps? Comment tu t'y prends? Avec qui tu travailles? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est avec? Est-ce que c'est pendant? C'est pas moi qui écris la musique. Hein. Non, mais bon, certainement que tu donnes des intentions quand même, te connaissant. J'ai des idées très précises. Bon, j'écris une Dans Dilly, histoire. par exemple. J'écris une histoire et je ne pense pas spécialement à la musique. Je pense à quelque chose qui me plaise, à un but que je veux atteindre. Et après, je me demande comment je le fais, où je prends les bonnes sources. Et pour la musique, j'invite le musicien très tôt pour qu'il ait le temps d'y penser. Et idéalement, on discute sur l'animatique, qui est en fait le film terminé. On se demande pourquoi on fait de l'animation, parce que l'animatique, ça marche très bien. J'ai d'ailleurs un projet, un film en animatique. Mais j'en ai déjà fait un, qui a eu un César. C'est La légende du pauvre bossu. Ça bouge pas. J'ai eu le César de la meilleure animation. Oui. C'est vrai qu'il faudrait qu'on remontre ça aux jeunes aujourd'hui. C'est un des films qui, je suis sûr, ils n'ont pas encore vu ça. Oui. Bon. On a dit plein de choses là, Michel. Oui, bon. Écoute, dans ce musée imaginaire, moi j'y mets en fait les lasagnes de ma grand-mère, pour te donner en fait aussi un jouet. Je suis capable de recréer la recette, mais de la refaire plusieurs fois avec le même goût que ma grand-mère faisait. Bravo. Quelque chose de similaire chez toi, qui sortirait d'un cadre d'architecture, de sculpture, de peinture. Tu vois, moi j'ai aussi des souvenirs de vieilles photos de famille qui ont nourri mon imaginaire aussi personnel. Tu me parlais de tes voyages et d'être né de 2 pays. C'est formidable, ça, je trouve. Ouais. Cette mixité qu'on peut avoir, et habitant nous Orly et sa banlieue, la banlieue parisienne, nous on vit ça tous les jours en fait. On vit dans plusieurs pays en même temps, bien. dans un même lieu, ce qui est quand même assez extraordinaire. Que ça soit les familles asiatiques ou algériennes ou marocaines ou africaines ou tout ça, pour nous on vit. En fait, c'est juste naturel pour nous. En fait, on a un peu des fois l'impression que le monde ou Paris c'est la France, mais en fait Paris c'est pas la France. Et moi de ça, j'ai vu dans tes films en fait cette vibration d'être humain en fait qui parlait de la mixité française en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Il y a des régions où il n'y a pas de mixité du tout. Et quand on vient de Paris, dernièrement, j'ai parlé avec une classe quelque part en France, et j'avais oublié que ça existait. Ils étaient tous gaulois et ils passaient tour à tour sur la chaise devant la caméra, et quelquefois j'avais l'impression que c'était le même. Ils étaient tellement pareils que j'avais l'impression qu'ils avaient fait le tour de la pièce et se remettaient. Non, ils se ressemblaient trop, donc j'avais oublié ça. Il y a encore beaucoup de zones où on ne sait pas que le monde existe. À Paris, on sait, on est au courant. Et grâce à tes films aussi, on est au courant. C'est ça auquel je voulais en venir en fait. Eh oui, le cinéma nous fait voyager en fait. C'est quand même une de mes obsessions. Je veux pas de guerre, mais je ne veux pas d'animosité. En France, il y a quand même une animosité quotidienne qui me fatigue, qui m'épuise. Et bon, j'ai fait Azur et Asmar dans ce sens. Entre Orient et Occident, quoi. Assouplissez-vous, tout va bien. Et une partie des sciences, c'est pas des inconvénients, c'est des avantages. Merci beaucoup, Michel, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci d'être venu rencontrer Georges Méliès, parce que tu sais qu'il est toujours parmi nous dans les murs. Oui, non, mais je suis plus intéressé par les étudiants que par Georges Méliès. Très bien, parfait. Merci. Merci à toi. J'utilise le masculin qui est le neutre en français. Quand je dis les étudiants,
c'est les mâles et les femelles. Tout à fait. Mais la nouvelle mode d'essayer de mettre tous les genres est très mauvaise. Enfin, c'est pas, ça n'est plus ça vibre mal, ça sonne mal. Non, ça sonne mal. Et la lutte doit être plus sérieuse ailleurs. Sur un autre plan, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel.